Mohamed Tozi, vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques à l'Université d'Aix-Marseille. Vos travaux de recherche portent sur la sociologie du religieux, des systèmes politiques dans le monde arabe. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de la chaire Ibn Tama. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à l'Institut. Moi, désolé de rentrer vite dans le vif du sujet, mais on entend beaucoup de ce terme, et dans votre livre, et vous critiquez d'ailleurs le sujet beaucoup, et dans les médias. Pour vous, qu'est-ce que c'est le printemps arabe, maintenant, 10 ans après? D'abord, c'est pas de mon fait de dire c'est un printemps ou un hiver. Donc c'est j'allais dire presque une parole de journaliste qui a été relayée par les politistes. Donc ça renvoie déjà à une conception un peu prospectiviste de la science politique. C'est-à-dire dire ce qui adviendra. Et donc, parce le concept est chargé d'espoir, ce qui est d'ailleurs pas totalement négatif d'être chargé d'espoir, mais en même temps, il induit quelque chose d'assez surprenant pour quelqu'un qui observe des sociétés. C'est-à-dire qu'ils sont placés dans une trajectoire. Là, c'est une trajectoire saisonnière, même si elle n'est pas aussi elliptique que les saisons. C'est-à-dire que le printemps peut partir et qu'on ait un hiver, qu'on ait un été, qu'on ait un automne, etc. Mais donc la métaphore elle-même, moi je pense qu'elle est déplacée, même si elle induit de l'espoir. Et donc, du coup, on a eu très vite après des gens, même des politistes, qui parlaient d'hiver arabe, régression, restauration, etc. En oubliant que on est quand on observe un peu ces sociétés, bien sûr, on a la possibilité, et on a même, c'est assez légitime, d'espérer pour elles d'arriver à une station de métro qui s'appelle démocratie, comme c'est la seule. Mais en même temps, il ne faut pas que ça évacue totalement le fait d'observer les recompositions, sans définir un peu la trajectoire, les rapports de force, les luttes sociales, les luttes politiques. Et à ce moment-là, on peut éviter d'être soit enthousiaste, soit frustré par ce qui se passe. Est-ce que pour vous, la domination de cette terminologie dans les médias a influencé la réaction des gouvernements de la région? Les deux. Elle a d'abord influencé les acteurs eux-mêmes, parce que ça leur a donné une certaine légitimité, parce qu'ils étaient porteurs d'espoir, ce qui n'est pas non plus faux. Ils étaient porteurs d'espoir. Ça a peut-être aussi influencé c'est pas uniquement le concept printemps arabe, c'est peut-être le concept de révolution arabe qui a certainement influencé j'allais dire, les contradicteurs de ce mouvement ou de ces mouvements, qui sont d'ailleurs des mouvements pluriels, ce n'est pas un mouvement, et donc d'en faire une question de survie. Donc du coup, on pourrait dire la contre-révolution, s'il y avait révolution, parce que on est dans les représentations, une révolution a été beaucoup plus féroce, et parfois les mobilisations contre parce que c'est devenu, à partir de ce vocabulaire, une question de survie des groupes, alors qu'on était dans des rapports de force beaucoup plus socio-économiques. Pour vous, c'est quoi l'aspect arabe de ces mouvements? Est-ce que c'est seulement qu'il prend place dans des pays populaires majoritaires d'Arabes, ou il y a un aspect arabe qui est différent d'avoir une population arabe? Bon, ce qui est intéressant, c'est de déconstruire l'adjectif arabe. D'abord, il est très difficile de dire qu'il y a un monde arabe en convoquant un certain nombre de variables géographiques, linguistiques, ethniques, etc. Il y a toujours des problèmes, ça pose des problèmes, parce que les Arabes ne sont pas tous arabes, parce que ça induit aussi qu'ils sont pratiquement tous musulmans. Donc il y a ça entraîne plein de fausses pistes quand on dit. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que cette représentation de l'arabité par les acteurs eux-mêmes
et donc de la proximité à d'autres sociétés, entre des sociétés, a fait qu'on a eu une sorte d'effet domino. Ce qui s'est passé en Tunisie, même si c'était de l'ordre du mythe au départ. L'affaire Bouazizi était de l'ordre du mythe, même quand on creuse, on trouve que ce n'est pas aussi mythologique que ça en a l'air. Ça a eu des incidences sur d'autres sociétés, et c'est là où le véhicule média était important. Et un média comme Al Jazeera a joué un rôle extrêmement important dans cette dissémination de la question, que c'est une question du monde arabe. Maintenant, le mouvement lui-même, dans ses caractéristiques sociologiques, dans ses façons de faire, dans les répertoires d'action, dans les slogans mobilisés, et dans la structure même du mouvement, qui est en dehors j'allais dire, des partis politiques traditionnels, en dehors j'allais dire, des mouvements d'opinion traditionnels, n'est pas uniquement, n'est pas arabe. On a vu au même moment des choses se dérouler au Canada à cause de la privatisation de l'éducation et de l'endettement des étudiants, au Chili, en Espagne, plus tard, beaucoup plus tard en France avec les Gilets jaunes, où on a eu les mêmes mouvements acéphales qui s'entêtent, sans leader, sans idéologie, qui contestent un peu des questions comme les inégalités, comme le non-accès aux services publics, et qui ne sont pas sur un plan plus... et qui n'ont pas de... parce que le concept même dans ces mouvements qui ont démarré en Tunisie, qui va être élaboré par la suite, qui désigne ces mouvements, ce n'était pas un mouvement, c'était un mouvement. C'était donc Hirak, c'est quelque chose en mouvement, donc qui n'a pas vraiment un programme au départ, qui n'a pas non plus des têtes pensantes, des leaders. Et ça, c'est un phénomène qui concerne le monde, qui ne concerne pas que le monde arabe. Ok, mais mettons en côté la terminologie des printemps arabes. Est-ce que pour vous, c'est une bonne catégorie? Est-ce que vous grouperez ces mouvements des années 2010 dans la même catégorie? Oui, enfin, les catégories, ça se construit. Ça ne s'impose pas. Donc, ça dépend de la question qu'on se pose. Et de la manière, donc, on peut construire à ce moment-là des catégories par rapport à ça. Bien sûr, ils partagent un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, l'une des grandes caractéristiques de ces mouvements, comme je dis, c'est qu'ils sont acéphales, donc pas de tête, et ils sont pacifiques. Et donc, ils utilisent un répertoire d'action qui a été élaboré ailleurs, mais qui a été expérimenté ailleurs, donc dans les pays de l'Europe, de l'ex-Europe de l'Est, ce répertoire d'action. Mais en même temps, ce sont des mouvements qui sont appuyés aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, il y a un rôle des réseaux sociaux qui est un rôle nouveau, de digital, qui sont appuyés sur les médias. Les médias, Al Jazeera a fait. Il a accompagné le mouvement, mais il l'a amplifié et il a un peu fait le fait qu'on est en direct, indirect dans la place Tahrir en Égypte tout le temps. C'est-à-dire un œil de caméra 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça a joué aussi en rôle. Donc, en gros, on peut créer une nouvelle catégorie de mouvements sociaux qui n'est pas nécessairement, qui historiquement s'est passé en Égypte, en Tunisie, un peu au Maroc, avec parfois les mêmes, j'allais dire, parfois les mêmes slogans, les mêmes façons de faire, la même composition au niveau démographique. C'est des mouvements jeunes et en l'absence aussi d'islamistes au départ. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les islamistes n'ont pas participé à ces mouvements, oui, au départ, alors qu'ils constituaient, en termes, j'allais dire, de contre-société par rapport aux différents régimes, le groupe le plus important, le plus fort avant. Et ça, mais après, bien sûr, quand on suit les pays arabes, on voit que dès que ça s'est ouvert, qu'il y a eu des élections, c'est eux qui ont remporté les élections un peu partout. Ça, c'est des caractéristiques disons, différentes sociétés, qu'on peut dire arabes, même si quand on le dit ça à partir de l'Algérie au Maroc, on est contesté. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui se disent qu'ils ne sont pas arabes. Donc ça c'est fait. Donc on va essayer de contextualiser ces notions dans quelques-uns des pays de l'Afrique du Nord, et je pense que Yacine a quelques questions pour vous. Oui, d'abord, une question qui se pose, je pense, c'est que c'est la question si ça conviendrait mieux d'examiner les sociétés
séparément des tendances globales afin de mieux comprendre le printemps arabe ou d'échapper à l'hégémonie du terme. Bien sûr, il y a une circulation d'idées, de slogans, de termes entre différents contextes nationaux et sociétals dans le monde arabe, aussi construit qu'il soit-il. Mais est-ce que c'est plus précis, selon vous, bien sûr, d'examiner d'abord les sociétés séparément, disons, d'essayer de ressortir plutôt, de déconstruire le temps arabe à travers les dynamiques locaux qui sont dans les sociétés, qui ont participé à ce mouvement qui a été plus tard construit comme printemps arabe? Non, bien sûr, vous avez... D'abord, l'ère culturelle arabe est une construction extérieure. Donc c'est la façon dont sont organisées les chancelleries globalement occidentales, le système des Nations Unies, MENA monde arabe, c'est la façon dont certains départements des sciences sociales sont aussi organisés. Par exemple, sur cette question même, ère culturelle, moi je pencherais, on est ici, je pencherais beaucoup plus, par exemple, de parler, de ranger les études sur le Maghreb dans les études africaines. Bon, c'est un point de vue qui se défend comme le point de vue MENA se défend. Mais bon, maintenant, ce que vous dites est intéressant sur les échelles d'observation. Mais bien sûr, c'est très important. Il y a une des réalités qui est extrêmement forte, qui est à la fois une réalité juridique, mais qui est devenue une réalité sociologique et une réalité même au niveau des sentiments, de la production des mythes, c'est la réalité nationale. Même si dans ce qu'on appelle les États-nations du monde arabe sont des États-nations récents, à part quelques pays où le concept État-nation a quelques siècles, l'Égypte, le Maroc, pas plus, un peu le Oman. Donc on a cette continuité territoriale. Mais sur le reste, c'est récent, mais c'est une réalité tangible. C'est-à-dire les Tunisiens se pensent Tunisiens, les Algériens se pensent Algériens, et donc ils raisonnent à ce niveau. Et donc observer ces sociétés à partir, on aura du vécu, donc on aura de leur territoire, dans la recomposition, la composition de ces territoires, la circulation de ces hommes, les rapports de force locaux, est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe, au-delà du comparatisme qui est nécessaire. Mais il ne rend pas tous les éléments d'intelligibilité de ce qui se passe. Il faut aller sur le terrain, faire des observations plutôt ethnographiques, sociologiques, pour comprendre. Ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé en Tunisie renvoie d'une certaine force à un parcours historique très particulier. 2011 et l'événement Bouazizi était un déclencheur reconstruit, alors même que les causes ou même les premières manifestations de ces fissures dans le système Ben Ali ont commencé en 2008. Donc, beaucoup plus. Et après, on a commencé à comprendre que l'asymétrie régionale, que le fait qu'on concentre sur le littoral, que la problématique des diplômés chômeurs se pose beaucoup plus dans le sud que dans le nord, que les questions même de compétition locale à l'intérieur du parti unique explique un certain nombre de choses sur le rôle, parce que ce qui s'est passé en Tunisie, on était un peu romantique en disant que c'est une révolution comme en Tunisie 2.0. On a oublié qu'il y a derrière des mouvements sociaux, des hommes, des individus qui ont, par exemple, de 2008 à 2011, ont entretenu une sorte de guerre sociale secrète en mobilisant les phosphatiers au niveau de Gafsa, on est dans les familles grévistes, etc. Et même y compris à l'intérieur même du parti du Néo-Destour, où on avait l'unicité de façade était traversée par des dissensions, etc. Donc tout ça, la révélation un peu de Gafsa, de Kasserine, de Jendouba, qui remontent au niveau qui sont des régions sinistrées, qui remontent au devant de la scène, n'était pas fortuite. C'était pas comme ça, Bouazizi a fait. Et on ne peut pas faire ce genre d'analyse si on ne descend pas sur le terrain tunisien.
la même chose. On ne peut pas comprendre pourquoi la révolution, en quelque sorte, a été plutôt neutralisée au Maroc, et le mouvement de 20 février qui n'avait pas la même ampleur qu'ailleurs, même s'il portait des slogans assez forts, que l'anticipation elle-même du roi qui neutralise d'une certaine façon en faisant un discours, en créant une commission, en appelant à un dialogue, que tout ça peut s'expliquer bien en amont sur les 10 dernières années où il y a un tissu de société civile un peu plus fort, un peu plus entrepreneur, etc. Donc la même chose, l'Égypte aussi. La trajectoire est particulière, comme la trajectoire du Bahreïn. Le Bahreïn, alors qu'on a une majorité chiite qui était mobilisée autour de ça, et l'explication à ce moment-là n'est pas dans le Bahreïn, elle est au niveau géopolitique, parce que la neutralisation du Hirak, du Bahreïn, est liée à la proximité de l'Iran, et elle est liée à une intervention massive, forte de l'Arabie saoudite. Donc ce sont ces trajectoires, du moment où les acteurs agissent dans une scène qui est nationale, qu'ils y croient fortement, que c'est une réalité tangible et forte, et il est très important de passer par cette scène pour expliquer, au moins, pour avoir un niveau d'explication, un premier niveau d'explication avant d'aller vers d'autres échelles d'explication, qui est l'échelle Jazira et son rôle dans la dissémination de l'idée de la révolution arabe ou de printemps arabe, et après le rôle qu'ont joué les pays et d'autres pays à l'international, d'autres mouvements sociaux dans l'international. C'est très intéressant que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore mentionné l'islam politique, ou les partis qui mobilisent par le biais de la religion, ou les mouvements sociaux qui aussi trouvent une source d'inspiration politique dans le religieux. Non, c'est normal que je ne le mentionne pas, j'en ai parlé un peu au début. C'est parce qu'il n'était pas partie prenante. Il n'était pas partie prenante de ce printemps, ce qu'on peut appeler, on va continuer à l'appeler printemps arabe, de ces mouvements sociaux. Et même quand ils y ont participé presque de façon clandestine et contre l'avis de leur leader. Ça ne veut pas dire que des gens de Nahda n'étaient pas dans le mouvement des printemps arabes en tant qu'individus, en tant que ressortissants de quartier de Tunis. Il y a eu des gens comme ça, comme d'ailleurs des jeunes de frères musulmans ont été en Égypte. Ils ont rattrapé le mouvement quelques semaines après. Au Maroc, la direction du Parti de Justice et de Développement a interdit à ces cadres, à ces militants de participer. Alors que même que, par exemple, un autre mouvement qui n'était pas, qui était un mouvement comme l'Adl wal-Ihsan, qui est un autre mouvement un peu de gauche islamiste, lui a participé massivement, pas contre l'avis de sa direction, qui a laissé faire sans être d'accord. Et par exemple, le mouvement du 20 février, qui a démarré le 20 février 2011 au Maroc, s'est arrêté brutalement fin juin 2011, parce que justement l'Adl wal-Ihsan, qui était le mouvement islamiste qui le portait en termes d'organisation, pas en termes de slogan, mais plutôt en termes d'organisation, s'est retiré parce que cette direction ne voulait pas qu'il continue à côté de la gauche ou de l'extrême gauche à porter ce mouvement. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Pourquoi les islamistes modérés ou les islamistes radicaux n'ont pas participé à différents printemps arabes, même s'ils ont par la plus ramassé la mise et avec les élections. Tout simplement, on peut avoir une explication, j'allais dire, générale et théologique sur le rapport, ce qu'on appelle le rapport à la fitna, le rapport au désordre des musulmans. Les musulmans ont un rapport au désordre qui est extrêmement compliqué. Tout mouvement populaire, l'islam dans sa conception de l'ordre, il a une conception extrêmement, enfin les musulmans, ou du moins les scholars musulmans, les intellectuels musulmans qui produisent de la pensée, ont un rapport extrêmement compliqué avec la masse. Avec ce qu'en arabe on appelle la rawga, le désordre ou l'obscurité. Et donc c'est une conception extrêmement élitiste. Donc, parce que pour eux, tout désordre, toute fitna, tout désordre implique, met en péril la religion. C'est-à-dire qu'on dit que quand il y a désordre, il n'y a plus de religion. Et donc dans les arbitrages historiques, et donc ça reste entre le désordre
et la révolution, ils préfèrent l'ordre. C'est l'ordre. Donc, ils disent même, quand on a un chef ils disent même un chef apostat, un leader apostat, il faut lui obéir parce que, quel que soit son niveau d'injustice, il garantit quelque part l'exercice minimal de la religion. Alors que le désordre, c'est rend Dieu absent. Rend Dieu absent. Donc il y a cette attitude déjà première qui définit une posture, j'allais dire philosophique, théologique, eschatologique. Donc, mais en même temps, dans les mouvements sociaux eux-mêmes, les islamistes ne voulaient pas aussi prendre des risques parce que la plupart étaient déjà aux portes du système, n'étaient pas en dehors. Que ce soit même le Nahda, le Nahda n'était pas persécuté à l'époque, le PJD encore plus, parce que le PJD était au Parlement, les frères étaient au Parlement, il ne faut pas l'oublier, les frères musulmans en Égypte étaient au Parlement déjà depuis quelques années, donc déjà ils étaient en train d'arriver au pouvoir et cette entre guillemets, révolution les menaçait, donc ils ne pouvaient pas y participer. Mais c'est une relation en dents de scie avec l'ordre et le désordre, du moins du point de vue des mouvements d'islam politique au monde arabe aussi, pas qu'en Afrique du Nord, je pense, parce que, par exemple, comment expliqueriez-vous le recours via des proxys ou le recours direct aussi, soit à des attentats terroristes, soit à une sorte de incitation, comme je pense en Tunisie où à un certain moment la terminologie du tarout, du tyran, a été appliquée aux institutions d'État, à l'armée surtout, peut-être pas directement des cadres des Nahda, mais que c'était une terminologie acceptée dans l'islam politique comme idéologie en Tunisie, notamment en 2013, 2014, 2015. Là, on constate, j'ai vu dans ça une incitation au désordre qui est contraire à ce que vous décriviez tout à l'heure en tant que la stratégie prônée au début, c'est une stratégie d'évitement de risque parce qu'on était aux portes du système. Mais on se rend compte qu'il y a aussi ces décisions parfois où on fait un recours à l'utilisation de la violence, notamment en terrorisme. Non, parce que là, il y a une sorte de malentendu. Dans là, vous avez posé la question sur l'islam politique. Donc, on était sur des mouvements très situés. On parle de Nahda, on parle du Parti de justice et du développement au Maroc, on peut parler des frères musulmans en Égypte. Donc on est dans des mouvements qui, eux, s'inscrivent, après des élaborations doctrinales très compliquées, dans une entrée au système par les élections, par la participation. Ce que vous décrivez en Tunisie à partir de 2013, 2014 et 2015, c'est le débordement, c'est un autre islam politique, c'est les salafistes. Et salafistes avec les différentes expressions du salafisme, qu'ils soient piétistes ou djihadistes. Donc, et là, bien sûr, il y a eu l'usage de la violence, appel à la violence. Et donc, on était à la fois dans ce qu'on peut appeler les radicaux de la Nahda, mais qui sont très peu, qui étaient marginaux, donc et notamment qu'on voit apparaître au moment de la discussion de la Constitution sur l'état civil en Tunisie, qui était l'une des questions extrêmement importantes dans l'évolution politique du monde musulman, pas uniquement de la Tunisie, qui était exemplaire. C'est une discussion autour de la nature de l'État, sur la séparation du religieux et du politique, qui était portée par quelques groupes au sein de la constituante, de l'Assemblée constituante, et à laquelle s'opposait Nahda, bien sûr, ou des éléments de Nahda. Il y a des éléments radicaux par rapport à ça, mais on n'a pas encore la preuve, par exemple, qu'ils étaient impliqués dans les deux attentats contre les deux acteurs politiques. Par contre, en dehors de Nahda,
On a eu des mouvements salafistes, donc la preuve, c'est qu'on a eu des maquis. Et on a toujours un peu des maquis en Tunisie, dans Jebel Chanbi, où le mouvement salafiste était mobilisé dans une perspective djihadiste. Bien sûr, la violence. Quand je dis prévenir la fitna, c'est un discours, j'allais dire, de l'establishment religieux. C'est les oulémas, essentiellement, et des acteurs politiques qui négocient leur entrée dans le système. Maintenant, il y a bien sûr, depuis, j'allais dire, au moins au niveau théorique, depuis Sayyid Qutb, qui a posé le cadre, j'allais dire, doctrinal, qui justifie l'usage de la violence pour changer les régimes politiques, dans Ma'alim fi Tariq, donc un signe de piste, on a le développement de l'idée de la légitimité de la violence pour accéder, et donc on a une autre approche du désordre comme constitutif d'un nouvel ordre, et donc c'est la guerre sainte contre les régimes, contre Tarout, contre le pharaon, donc on a les dénominations et même contre la société elle-même impie, donc takfir al-mujtama' comme une entrée. Donc là c'est pourquoi c'est toujours intéressant, quand on dit il n'y a pas d'islam, il n'y a que des musulmans, donc situés historiquement, idéologiquement par rapport à des croix. C'est la moindre des choses pour approcher la diversité des possibilités qu'offre une même religion aux acteurs politiques en situation historique. Parlons du Maroc-Tunisie encore, notamment des développements de l'été mouvementé qui vient de s'achever maintenant. D'abord en Tunisie, le coup d'État de Kais Saïed, qui, rappelons-le, est politiquement indépendant et qui a été élu démocratiquement. Il vient d'étendre les mesures de l'état d'urgence en Tunisie par un autre mois. Ensuite, au Maroc aussi, où il y a eu un échec fracassant, peut-être on peut le décrire comme ça, du PJD, du Parti de la Justice et du Développement, qui passe de 125 sièges au Parlement à 12. Comment vous voyez ces développements-là, et est-ce que vous les voyez inscrits dans une tendance globale qui peut refléter un certain état d'islam politique dans le monde, ou est-ce que ce serait plus judicieux de les voir dans leur contexte local? Les deux. Moi, je pense que c'est les deux. Il y a plusieurs facteurs. C'est toujours la complexité des phénomènes sociaux. Ce qui se passe en Tunisie est à la fois il est intéressant, mais pas nouveau. Nouveau, c'est-à-dire qui pose des problèmes à la philosophie politique. Qu'est-ce qui se passe quand le peuple condamne la démocratie représentative et plébiscite un chef d'État? Ça, c'est des phénomènes qu'on a déjà vus en Grèce antique, beaucoup de fois, quand la démocratie devient une sorte de démagogie, quand il vire vers la démagogie, et que le peuple, un peu exaspéré, en appelle un sauveur qui vienne. En Grèce, on a eu plusieurs, j'allais dire, épisodes qui ont d'ailleurs fait que Platon va faire une critique acerbe contre la démocratie, etc. Donc c'est récurrent. Donc c'est toujours. Donc maintenant ce qui est et donc ça nous donne une certaine humilité pour penser les trajectoires des sociétés, pas comme des trajectoires prédéfinies. On passe d'une étape A à une étape A+, puis A+2, etc. Et puis après, on se dit non, c'est trompé, il y a restauration autoritaire, réversibilité, etc. Non, il y a des recompositions qui se... Moi, je suis sûr que la Tunisie avance. Et avance parce que, bien sûr, il y a un coup d'État. C'est un coup d'État, il faut le dire, comme mon ami Ben Achour, Ayad le dit, c'est un coup d'État. Un coup d'État, l'article 80 est injustifié. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que les Tunisiens sont partagés. Il y a ceux qui soutiennent parce qu'ils sont exaspérés par la situation, par la façon dont, disons, cette séquence extrêmement intéressante, ouverte en 2011, se termine. Donc, au niveau du rendu politique, c'est normal. Mais en même temps,
la question de la pluralité, elle est là, elle est toujours là. Il y a une position qui s'organise. Maintenant, ce qui est marrant et même parfois frustrant, énervant, et même justifie la colère. Par exemple, ce matin, la nomination par le chef de l'État tunisien d'une femme crée, j'ai écouté les radios européennes aujourd'hui, crée un sentiment mitigé. Parce que c'était de la poudre aux yeux. Nommer une femme, on ne sait même pas laquelle, une femme comme chef d'État et chef du gouvernement, mais en même temps faire un décret qui lui ôte tous les pouvoirs, donc il va être juste une marionnette, et donne des éditoriaux très, comme j'ai dit, très mitigés, en disant « Ah, c'est magnifique qu'une femme arabe et musulmane soit, première femme arabe et musulmane soit chef du gouvernement ». Mais en même temps, il n'ose même pas critiquer le fait que derrière, on est en présence d'un coup d'État et que le chef d'État s'appuie sur la police. Il restaure l'appareil policier qui n'a pas disparu avec le printemps arabe. Parce que la Tunisie, c'était d'abord un État policier, ce Ben Ali. Il restaure l'appareil policier avec il lui donne tous les moyens pour être efficace. La preuve, c'est ce qu'ils sont en train de... Même le processus de la montée, de rendre public, pour rendre public les affaires. Chaque jour, on a une affaire, le président est mis en scène pour aller détruire des foyers de façade et de corruption, etc. Tout ça, on n'est pas dupe. Mais on est quand même dans une séquence qui fait que les islamistes et le fait qu'ils sont en train de se fragmenter autour de ces questions commencent à faire un peu, une partie au moins des plus intéressants, commencent à faire leur autocritique par rapport aux postures qu'ils avaient eues pendant... Et quand même une société civile qui reste pas puissante, mais assez forte pour conduire, j'allais dire, un mouvement qui dénonce ce coup d'État, parce que Khaït n'est pas seul. Et moi, même, je doute, connaissant le bonhomme, qui était un collègue, un pauvre assistant de droit constitutionnel en Tunisie, qui doute qu'il soit seul. En fait, je pense que c'est un coup d'État des appareils. Ce n'est pas un coup d'État d'une personne. Ce sont les appareils de sécurité qui sont extrêmement forts. Et on a pensé, comme d'ailleurs en Irak, qu'en faisant comme ça disparaîtra. Ils sont là. Ils ont des intérêts à défendre. Ils ont des dossiers sur les gens, parce que c'était quand même un État policier. Et donc, il suffisait d'avoir le feu vert ou l'opportunité pour les... Mais en même temps, je vois que la Tunisie, mentalement, les Tunisiens ne peuvent pas revenir en arrière. Et je pense qu'on est en train de penser pas qu'on a raté une occasion, on ne rate jamais, au moins qu'au moment où il y a eu les ambiguïtés liées au compromis constitutionnel, il y a eu plein d'ambiguïtés dans la Constitution de 2014 qui sont liées à un compromis entre les islamistes qui tenaient vraiment à leur position. Donc ça donne une séparation sans que ce soit une séparation. Un régime parlementaire, ça sera vraiment un régime parlementaire. Donc un compromis entre le présidentialisme et le régime parlementaire, le compromis entre l'État civil et l'État religieux, qui ont créé des confusions. Et ces confusions, on est en train de les payer aujourd'hui. Au Maroc, on est dans une posture relativement différente. On a une monarchie qui a le pouvoir, avec un grand P, et qui a constitutionnellement le pouvoir. Donc le choix du régime est relativement clair. Donc, sans qu'on ait un parti pris vis-à-vis, est-ce que je suis monarchiste, pas monarchiste, est-ce que la monarchie peut produire du pluralisme ou de la démocratie ou non, ça c'est une autre question. On peut avoir un a priori en disant que les monarchies, ça peut être autoritaire, ce qui est d'ailleurs discuté au niveau de la théorie politique et même au niveau de l'histoire des idées politiques. Donc là, on a une monarchie qui constitutionnellement a été consolidée par la Constitution, qui est sortie beaucoup plus forte après le printemps arabe, en termes constitutionnels. Bien sûr, elle était forte avant, mais de façon arbitraire. Sur Hassan II, c'était arbitraire. Là, c'est-à-dire que les Marocains, en quelque sorte, plus ou moins, ont choisi, si on peut dire que c'est un choix, ont accepté un rapport de force qui donne au roi
le monopole du religieux. Donc on est dans une sorte de séparation qui n'est pas horizontale, mais verticale. Un peu comme un ayatollah, mais avec des limites, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il n'a pas de légitimité uniquement religieuse. C'est-à-dire que les Marocains se sont un peu mis d'accord pour que, en gros, dans la Constitution, qu'on dit que la Constitution est quelque chose qui les met d'accord, que les normes religieuses ne passent dans le champ politique qu'à travers lui. C'est que les oulémas ne peuvent pas accéder au champ politique que par le biais du roi. Et donc, il y a des interférences, bien sûr, du religieux, mais ces interférences sont contrôlées. Ça, c'est... Après, il y a d'autres prérogatives, c'est-à-dire que la Constitution marocaine donne au roi la possibilité de définir une vision du pays, un peu comme un président français, etc. Ça, c'est... Après, la Constitution a mis en place les éléments ou les moyens pour avoir une légitimité forte au niveau électoral. C'est-à-dire qu'on ait des élections et que les élections font émerger un parlement représentatif qui lui-même fait émerger un gouvernement qui est responsable de son parlement. Les rapports de force, bien sûr, est inégal. Il y a un roi, mais la Constitution a quand même obligé le roi à se soumettre aux élections parce qu'il est obligé de choisir son chef du gouvernement, le chef du gouvernement, dans le parti qui arrive en tête électoralement. Et qu'en même temps, il ne peut pas le démettre. Une fois qu'il a la confiance du Parlement, le roi ne peut pas le démettre. S'il veut le démettre, s'il n'est pas content de lui, il est obligé de dissoudre le Parlement. Et bien sûr, c'est un risque pour lui, en tant que roi. S'il dissout le Parlement et qu'on organise des élections et qu'il lui renvoie la même majorité renforcée, il est désavoué. Et donc, c'est un levier qu'il n'utilisera jamais, qu'il n'a jamais utilisé, même quand les islamistes sont montés au pouvoir. Quand les islamistes sont venus, quand ils étaient les premiers, il était obligé de nommer un islamiste comme chef de gouvernement. Mais en même temps, donc, au Maroc, il y a ces éléments, ces moyens d'être dans l'équilibre, parce que les islamistes, au pouvoir, ne pouvaient pas utiliser, j'allais dire, directement, frontalement la religion. Même si ils se disent qu'ils ont un référentiel religieux. Ils ne pouvaient pas ni construire des mosquées, ni fonctionnariser les oulémas, ni rien du tout. Donc, ils pouvaient juste influencer le religieux par le... Donc on est devant un parti à référence, qui se dit islamiste, mais qui n'a pas accès à l'islam. Ça, c'est déjà... Alors, du coup, ils ont gouverné 10 ans. Ils ont gouverné 10 ans, et pour expliquer leur échec, bien sûr, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur que tu dis, qui est le facteur plutôt géopolitique, c'est un peu la crise de l'islam politique lui-même. Je dis la crise de l'islam politique, frère musulman, frériste, c'est-à-dire qui est particulier, qui porte une conception du politique qui est très théologique, une conception de l'ordre, une conception de la hiérarchie, une conception de la justice sociale, qui incorpore l'injustice comme naturelle, l'inégalité, pas l'injustice, l'inégalité comme naturelle. L'inégalité est un fait de Dieu, donc on peut la corriger que par la charité. Donc, pas par des politiques publiques, pas par des nationalisations, pas par une réforme agraire. Donc c'est un rapport à la propriété privée, un rapport à la consommation qui est extrêmement en osmose avec, j'allais dire, le capitalisme consumériste, et ça c'est aussi en Iran. Donc on est dans un islamisme qui est aussi très en convergence avec le néolibéralisme, très fortement. Donc ça, c'est la grande crise, où le slogan « Al-Islam ou Al-Hal », l'islam est la solution, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, il n'a pas fonctionné à l'expérimentation. Un deuxième niveau qui, il a capacité à gérer parce que ils avaient une conception, ou les islamistes ont une conception de la démocratie qui est une conception pas philosophique, qui n'est pas liée à la philosophie de la démocratie, qui est elle-même liée à la question du pluralisme des vérités. Pour les islamistes, ils ont gagné, ils ont raison. Donc il n'y a pas de place à la minorité, il n'y a pas de place à la position, ils ont raison. Donc ils sont dans l'écrasement de tout. Et avec en privilégiant ce qu'on peut appeler la loyauté religieuse sur autre chose. Donc ils recrutent que chez eux, ils utilisent le spoil system à outrance, donc que ce soit en Tunisie, au Maroc, au détriment de la compétence. Donc, du coup, ils ont failli en termes de gestion.
premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est lié tout simplement aux transformations qu'on peut avoir dans un parti qui a un socle idéologique puissant. Quand un parti acquiert le pouvoir à partir d'une communauté de militants qui ont une forte, comme dirait Ibn Khaldoun, une forte asabiya pour accéder au pouvoir, une fois au pouvoir, il n'a plus besoin de... La compétence requise par la gestion politique n'est pas la même qui est requise par la revendication politique. C'est deux compétences différentes. Donc, au premier, tu as besoin de du'at, de prédicateurs, de gens engagés, d'organisateurs de l'activisme social, etc., d'agitateurs, tout simplement. Quand tu es au pouvoir, tu as besoin de managers, de gens qui gèrent. Donc, après, tu as une première phase. On est dans un cycle. Tu as une première phase où tu vas chercher tes anciens rhéteurs qui parlent, et qui sont d'ailleurs, qui se présentent déjà eux-mêmes comme des gens très cohérents entre l'éthos religieux et la pratique politique. Donc c'est ce qu'ils vendent comme image, c'est qu'on est des gens pieux, d'une grande moralité, et c'est à partir de là qu'on va exercer la politique. Déjà, ce premier noyau, le noyau dur, le Ranouchi, le Ben Kiran, etc., est confronté à la réalité du quotidien. Donc très vite, on va retrouver des décalages entre ce qu'il est comme homme de religion et ce qu'il est comme homme politique, qui va être interprété par d'autres religieux comme le nifaq, l'hypocrisie, ou par d'autres comme la trahison, etc. Donc déjà, il y a cette première contradiction. Il y a une deuxième contradiction qu'une fois au pouvoir, le champ de ton recrutement s'élargit. Et tu n'es plus tu n'es attentif à privilégier ceux qui sont dans ton socle idéologique de base. Donc tu vas avoir plein d'arrivistes, des gens d'opportunistes qui arrivent. Tu vas aller chercher des compétences qui ne sont pas nécessairement de bons religieux, et donc tu élargis ton champ. Et souvent, pour les islamistes, ils vont recruter, là je parle des Marocains, mais je peux parler aussi des Tunisiens et des Juifs, ils vont aller recruter, comme ils privilégient la loyauté religieuse sur la compétence technique, et comme le champ de recrutement est restreint, parce qu'il y a d'autres compétiteurs qui recrutent, donc tu vas recruter à la fois des gens faiblement socialisés religieusement, donc c'est faiblement croyants, entre guillemets, qui sont juste croyants pour la forme, ou pratiquants pour la forme, et faiblement qualifiés techniquement. Tu n'as que des moyens. Tu vas prendre, et tu vas gérer avec ces gens-là pendant, donc c'est ce qui s'est passé au Maroc, parce que le vote a sanctionné cette mauvaise gestion. Et en même temps, cette séquence, donc changement d'un parti qui est dans l'opposition militant à un parti de gouvernement, et ça on peut l'appliquer au Parti communiste, par exemple, quand il lui-même avait le même problème, va faire qu'au sein de ton groupe, au sein de ta clientèle de base, ton socle d'électeurs de base, ton socle de militants de base, que tu ne peux pas satisfaire. Tu ne vas pas satisfaire tout le monde, parce que tu ne vas pas prendre celui qui est le plus pieux tout le temps. Tu vas prendre quelques-uns, bien sûr les premiers, mais pas tous. Ces gens-là deviendront après tes adversaires. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, au Maroc, que le mur qui ne pouvait pas être chapeauté le PJD. C'était l'inverse. Qui ne pouvait pas chapeauter le PJD, s'est mis à l'écart. Donc il a observé une sorte de neutralité négative. Il ne s'est pas mobilisé. Par contre, en Égypte, où les frères musulmans étaient beaucoup plus forts que le parti politique qui a gagné les élections, les frères musulmans ont continué à chapeauter le gouvernement, ce qui a créé la catastrophe aussi. Donc, dans les deux cas, donc, ça c'est... Mais on peut démultiplier Là, on peut descendre au niveau ethnographique et voir, par exemple, pourquoi les frères musulmans au Maroc ont perdu les grandes villes. Ils ont perdu les grandes villes parce qu'ils ramassent mal les ordures, parce qu'ils n'ont pas résolu les problèmes de transport, parce qu'ils ont eu une politique culturelle très sectaire vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des associations civiles, c'est-à-dire des associations de musique, des associations de théâtre. Ils ont combattu les festivals, ils ont tari les sources de financement des associations féministes, donc comme c'est au niveau municipal que ça se fait, et tout ça a fait qu'il y a eu une sorte de vote-sanction qu'on peut observer d'ailleurs dans certaines villes comme Kénitra, comme Rabat, comme Casablanca, comme Marrakech,
où ils ont perdu. N'oublions pas que, et on le voit dans les élections, c'est-à-dire cette incapacité à mobiliser même ses proches a fait que, par exemple, le PJD au Maroc n'a couvert que 26% des circonscriptions électorales. Il n'a pas pu trouver des candidats. Avant même de perdre, quand on passe de 125 à 13, et donc comparativement avec un autre parti qui lui a couvert à 95%. Donc c'était déjà normal qu'on ne peut pas trouver de candidats de chez nous, on n'a que 26%. Et deuxièmement, bien sûr, les autres partis, et c'est ce qui explique quand on descend au niveau, ont utilisé pratiquement les mêmes recettes que le PJD, avec plus de moyens. C'est-à-dire, ils ont utilisé le digital, que le PJD avait utilisé beaucoup avant, parce qu'ils ont investi. Ils ont utilisé la charité, et les associations caritatives que le PJD utilisait beaucoup pour entretenir une clientèle d'électeurs, et ils ont utilisé une bureaucratie partisane. Le PJD avait une bureaucratie partisane très puissante qui pouvait organiser les élections. Et donc, en utilisant tout ça et en ajoutant tous ces facteurs, ça explique globalement pourquoi on est passé de 125 à 13. Donc, si on peut parler d'un rejet populaire de l'islam politique, frériste ou autre, vous ne voyez pas que peut-être après ces développements dans la dernière décennie, les développements en Tunisie, au Maroc, mais peut-être autre part aussi, vous ne voyez pas que la question de l'incompatibilité de l'islam politique avec la démocratie se pose encore une fois, autrement peut-être avec des expériences démocratiques ou semi-démocratiques en Tunisie, au Maroc et ailleurs, ou est-ce que c'est une question qui mérite, peut-être qui ne mérite pas d'être posée en premier lieu? Non, a priori, je dirais qu'elle ne mérite pas d'être posée parce que les sociétés cheminent et on peut trouver dans le lexique islamique, dans l'histoire, de quoi justifier même un processus démocratique. Maintenant, moi je suis très prudent. Je ne peux pas dire que le peuple a rejeté. Il a rejeté le PJD, les frères musulmans égyptiens un peu au début, maintenant il le regrette. Et il est en train de rejeter le Nahda. C'est tout. Il n'a pas rejeté ni l'islam politique. Il ne faut pas oublier que le discours dominant, c'est de dire vous êtes des hypocrites. Ils n'ont jamais dit que l'islam n'est pas bon pour gérer le pays. On est toujours dans cet idéal que, j'allais dire, pas la piété, mais la moralité religieuse peut amener à faire de bonnes politiques. Et donc, on reste dans le combat sociologique pour faire émerger une société moderne, mais moderne à sa façon. Là aussi, on n'est pas dans une modernité unique. Il y a des chemins de modernité qui privilégient l'individu, qui construit un rapport à la vérité qui soit un rapport relatif, qui respecte les différences, qui entretient le pluralisme. C'est ça un peu ce qu'on peut appeler une modernité, mais qui chemine différemment des autres modernités. Donc ça, on est un peu loin. Donc les sociétés, et ça, ce n'est pas uniquement la faute des islamistes, c'est des coalitions beaucoup plus larges qui entretiennent le fait qu'on est dans des sociétés encore très conservatrices et encore liées, qui sont très liées à expliquer le monde par la référence à la religion et à essayer de le changer par la référence à la religion. Donc ça avance, mais ça avance dans la contradiction, parce que jusqu'à maintenant, on est très peu arrivé à avoir, bien sûr les sociétés changent, se transforment fortement. Le fait qu'on scolarise les filles a un impact sur le taux de fécondité, le fait que les femmes accèdent à l'espace public rend plus difficile le regard que l'islam a construit historiquement sur la femme, etc. Donc il y a des choses qui... Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas un référentiel philosophique, je dirais bien, et même parfois théologique, parce que si c'était la responsabilité des frères musulmans, on va pouvoir de changer leur mindset par rapport à ces questions et de faire de l'effort exégétique, si on part de la religion, pour créer des doctrines qui non seulement rendent compte des changements, mais aussi, si c'est possible, les justifient, les accompagnent et non pas les traiter comme des névroses, comme des dysfonctionnements, et rendent compte de ces changements. Ça, c'était leur responsabilité de leurs idéologues. Ils ne l'ont pas fait.
Alors qu'ils ont les ressources pour le faire, parce qu'il y a assez. C'est-à-dire que je mobilise moi, Abu Hanifa au lieu de Malik, c'est différent. Que je mobilise Ikhwan Safa au lieu de Ibn Taymiyyah, c'est possible. Que je parie sur Ibn Arabi au lieu de Qayyim ibn al-Jawziyya, c'était possible. Il y a dans le stock de la religion musulmane plusieurs possibilités, d'ailleurs, plusieurs chemins. Mais ils ont choisi un chemin lié, par exemple, bien sûr, lié à la configuration géopolitique mondiale, à l'hégémonie de l'Arabie saoudite, à l'hégémonie de la conception du chiisme iranien, donc qui sont très proches. Salafisme et chiisme à l'iranienne sont relativement proches parce qu'ils détestent la philosophie, ils détestent la spéculation, ils détestent la théosophie, ils détestent l'individualisme, l'individu dans son cheminement. Donc tout ça fait qu'on est à un moment où on manque, comme j'ai dit, d'un référentiel qui accompagne ces changements, qui les traite non pas comme des dysfonctionnements, comme des maladies de la société, mais comme des choses naturelles qui arrivent et qu'il faut accompagner, légitimer, analyser avec une certaine empathie. Ça n'a été fait ni par les islamistes au pouvoir, et encore moins par ce qu'on peut appeler des intellectuels qui sont souvent musulmans ou non musulmans, qui sont justement empêtrés dans cette trajectoire linéaire qui dit qu'on va arriver à quelque chose qui s'appelle la modernité, une modernité, une démocratie, etc. Et ne se passe poser probablement les questions essentielles qui sont sur l'égalité, la justice sociale, l'égalité femmes-hommes, les libertés individuelles, les libertés collectives, l'état de droit, comme un patrimoine de l'humanité. Ils n'ont pas ni musulmans, ni chrétiens, ni rien du tout. Mais les chemins, et en acceptant ici cette idée de cheminement de chaque société pour construire son propre cadre du vivre ensemble. D'abord, encore des questions? Moi, je veux discuter un peu plus sur l'aspect religieux de ces mouvements. Donc, d'abord, est-ce que pour vous, tout mouvement constitué de personnes majoritairement musulmanes est un mouvement islamiste dans la région et dans ces pays? Est-ce qu'on peut avoir un mouvement non islamiste catégorisé par, je sais pas, les médias ou les scolaires par non islamistes, alors que la majorité des participants sont toujours musulmans? Enfin, historiquement, oui, on a eu. C'est moins évident. Alors, maintenant, on a eu des mouvements nationalistes arabes au départ, avant de donner un baptême sanguinaire, qui cherchait à construire du lien social en dehors de la religion. On a eu des mouvements communistes extrêmement puissants dans le monde arabe, notamment au Soudan, en Irak, un peu au Maroc, qui étaient combattus. Et là, on était dans une configuration internationale de guerre froide qui était combattue, etc. Et même maintenant, bien sûr qu'il y a au sein des sociétés arabes actuellement des mouvements séculiers. Je ne dis pas des mouvements laïques, mais des mouvements séculiers qui se revendiquent d'autres référentiels tout en étant musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la recherche d'intelligibilité des rapports sociaux et des rapports politiques au sein de l'islam. Il y a des gens qui convoquent d'autres valeurs, probablement ils sont minoritaires parce que les coalitions conservatrices sont encore très larges dans les sociétés musulmanes, pour plusieurs raisons, internes, externes. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les sociétés ne vivent pas toutes seules. Je donne un exemple très simple. On peut dire tout ce qu'on veut prenons la Tunisie, parce que la Tunisie est une sorte de laboratoire intéressant pour le monde arabe. Prenons une position très démagogique, qu'on peut considérer comme démagogique, de Qaïd Sebsi, donc l'ex-président tunisien qui a décidé de réformer l'héritage. L'héritage, donc il touche un truc important il crée une commission. On a des exégètes musulmans, des amis qui ont réfléchi un peu à partir du patrimoine du référentiel musulman et un peu à partir du référentiel des droits de l'homme, etc.
qui ont construit quelque chose qui permettait de réformer ce texte inique, injustifié, anticonstitutionnel, tout ce qu'on veut, qui est de la femme hérite la moitié de ce que est. La réaction, quand on suit ça, moi j'ai écrit donc, des chroniques sur cette question, quand on suit ça, on voit que les oppositions les plus féroces, les plus dures, qui ont justement excommunié même un type comme Abdelmejid Chorfi, sont venus du Moyen-Orient, sont venus d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats, qui trouvaient en ça une grosse menace contre un discours hégémonique. Donc là aussi, la configuration arabo-musulmane a du sens du moment où on peut observer des mouvements d'opinion qui peuvent être limités du fait même de cette circulation des idées à travers les médias arabes, etc., qu'on parle de l'intellectuel organique arabe, etc., et que la logique au niveau des sociétés peut être en opposition avec cette logique d'une façon qui est devenue une conception qui est devenue plutôt hégémonique de l'ordre qui est piloté pas par l'islam politique, frères musulmans, mais qui est piloté par l'islam salafiste et wahhabite de l'Arabie saoudite, qui joue un rôle, et d'ailleurs même de façon beaucoup plus directe, armée. Ce que font les Émirats, ou ce que fait le Qatar de façon plus soft, ce que fait l'Arabie saoudite, ce que fait l'Iran, ce que fait la Turquie, qui en termes même d'intervention, j'allais dire, pas uniquement commerciale, pas uniquement idéologique, militaire, fait que même si ces courants qui se jouent ou qui jouent l'avenir de ces sociétés en dehors d'un référentiel exclusivement religieux, même s'ils existent, restent minoritaires, ils restent complètement fragiles à cause justement de ça, de ce que j'ai dit par rapport aux autres pays musulmans, et à cause aussi d'une certaine vision, et j'aime pas le mot Occident, mais je vais le dire quand même, sur ces questions, qui leur impose un référentiel aussi. C'est-à-dire qui rend difficile l'esquisse d'un chemin particulier de modernité. Un chemin particulier de modernité qui peut, je sais pas, dire que la modernité peut passer dans certains cas par le hijab. Ça, c'est inaudible. Je sais pas, il y a plusieurs filles que je connais, plusieurs femmes, plusieurs militantes politiques de la Nahda ou même des frères de PJD au Maroc qui sont extrêmement, beaucoup plus avancés que d'autres féministes laïques, mais qui sont inaudibles. Et donc, ce discours aussi sur ce que c'est que le progrès politique, ce que c'est que le développement politique qui trace une seule voie, une seule recette, des mécanismes particuliers exportés, rend difficile aussi l'émergence de ces mouvements qui peuvent être des mouvements hybrides, d'hybridation, de fécondation, etc. Et c'est la même chose pour l'Iran. Personne ne veut croire que, malgré que le dispositif politique en Iran, qui actuellement, où il y a une hégémonie, pas uniquement des ayatollahs pour des raisons religieuses, mais des ayatollahs parce que derrière, il y a les pasdaran, il y a une armée, il y a une police, etc. Il y a une économie. Et que, en face, la représentation sociale et politique fonctionne, que les élections sont des élections crédibles, et que l'Iran, s'il n'était pas aussi sous contrainte de différentes façons, ostracisé, empêché économiquement, je peux, moi, dire que l'Iran aurait pu esquisser sa voie relativement intéressante vers un changement, vers un rapport de force beaucoup plus équilibré entre justement les forces religieuses et les forces sociales qui sont là. Mais le boycott, l'ostracisme, consolide de façon extrêmement forte
il joue pour Khamenei, beaucoup plus que pour les autorités élues. On a eu une voie d'espoir à un moment donné, durant les élections d'il y a 10 ans, mais qui a été cassée d'une certaine façon. Donc les deux jouent. Les deux jouent, que ce soit le conservatisme des pays musulmans ou de certains États qui jouent ce rôle, ou que ce soit le point de vue qu'on a sur ce que c'est que le développement et la modernité politique qui est un peu unitariste et imposé, font que ces mouvements qui existent, même s'ils ne sont pas conscients de leur nouveauté, leur fonctionnement, le fonctionnement des forces sociales en termes de choix de vie au quotidien, de choix de musique, de choix de fiction cinématographique, de comportement, donne à voir un cheminement vers l'universel qui est extrêmement intéressant, mais qui n'est inaudible, invisible, incompréhensible et parfois combattu. Si on regarde ces mouvements des années 2010 dans les pays qui ont expérimenté le printemps arabe, on utilise encore ce terme, pour vous, parce que vous dites que les partis musulmans se sont rejoints plus tard à ces mouvements. Donc, pour vous, est-ce que l'islamisation de ces mouvements, si vous êtes d'accord qu'ils étaient éventuellement islamisés, est-ce que ça arrive avec la participation des groupes musulmans? Est-ce que l'islamisation prend place avant ou après cet rejoindre des partis musulmans? Est-ce que c'est la même chose d'être l'islamisation et le fait que ces partis musulmans se joignent? Non, ce ne sont pas les mouvements qui étaient islamisés, c'est les sociétés avant. Et cette opération d'islamisation des sociétés n'était pas une affaire d'islamistes, c'est une affaire des États. C'est les États qui ont produit une sorte de nationalisme islamisé à partir des programmes scolaires, à partir des formes de socialisation, à partir de la bureaucratisation des hommes de religion, à partir de la construction généralisée des mosquées. Il y a plein de choses que les États ont fait. Et que les sociétés étaient déjà... un pays comme le Maroc n'était même pas islamisé, n'était pas religieusement. Avant, c'est d'abord le protectorat qui l'a islamisé. C'est paradoxal comme truc. C'est d'abord le protectorat qui l'a islamisé, alors qu'on avait des gens dans la montagne qui ne connaissaient pas la religion du tout. Donc on les a islamisés. Après, l'État-nation marocain a islamisé tout le monde en adoptant la langue arabe, en adoptant des programmes scolaires, une conception de l'orthodoxie, de la religion, etc. Donc les sociétés, dans une sorte d'opération de nationalisation, et donc la création de la nation est passée par son islamisation. Donc on a parié sur l'islam pour nationaliser, pour créer une nation. On a islamisé, et c'est la même chose en Algérie, fortement, puissamment. En Tunisie, c'était un peu, au début, comme Bourguiba a pris des risques, mais très vite il s'est rétracté, il a nationalisé par l'islamisation. Lui aussi, il est devenu lui-même prédicateur. Il a construit aussi des mosquées, il s'est construit lui-même un mausolée après. Donc, il y avait une affaire des États. Les États ont fait. Donc, dans la séquence printemps arabe, c'est vrai que les islamistes, en tant que mouvement politique, n'ont pas participé. Mais ils avaient déjà la base qui était là. Une fois la liberté de parole et la liberté de décision rendue à la société, il a choisi ceux qui étaient là, qui étaient les islamistes. C'est par les élections qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas eu à islamiser qui que ce soit. Ils étaient déjà là. La société était déjà... ils disaient que ceux qui sont pieux vont être meilleurs que les autres. Ils ont une moralité supérieure aux autres. Donc, ils ont gagné les élections. Donc, mais l'islamisation elle-même, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui s'est fait sur les 40 dernières années à travers des politiques publiques que les États ont mises en place, des politiques juridiques que les États ont mis en place. Il ne faut pas oublier que ces États, les percées faites dans la séquence 56-58, 1956-1958, dans les pays comme la Tunisie et le Maroc, on a produit rapidement des codes
de liberté publique extrêmement avancés, y compris le code du statut personnel, qui était l'état d'avancement en Tunisie, un état d'avancement, comme le code des libertés publiques au Maroc, qui était très avancé. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Parce que là aussi, on était dans une configuration internationale qui avait peur des communistes. Donc, on a parié sur la religion comme un levier de production de la nation. Et bien sûr, moi je me rappelle qu'au Maroc, dans les début des années 60, on faisait la prière dans les écoles. On faisait la levée des drapeaux dans les collèges. On était obligé et de faire la prière collective dans les collèges, sans ablution, sans rien. On était dans le hall, tout le monde, à 4 heures, c'était surtout la prière de 4 heures, l'Asr, tout le monde faisait la prière. Donc il n'y avait encore pas d'islamistes à l'époque. Enfin, il y avait des frères musulmans, mais qui étaient invisibles et inaudibles. Donc c'est les États. Merci beaucoup Mohamed Touzi pour ce traitement éclairé de ces questions vraiment complexes, et on se réjouit de vous écouter au colloque demain, ici à l'IHUD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé le temps. Merci beaucoup, de rien, c'était un plaisir.